Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, on a vu ce matin que le streaming changeait la donne dans la musique. Personne n'ignore ici qu'il change aussi la donne dans le cinéma, les séries. Netflix est passé par là. Mais qu'en est-il finalement de la télévision en direct, à l'ancienne, si j'ose dire? C'est la question de le micro un tout petit peu plus près. Voilà. C'est la question de ces 20 prochaines minutes. 15 minutes. Il est vraiment dur. Peut-être qu'on peut commencer comme par présenter Twitch, ce que les enfants de David connaissent, mais est-ce que tout le monde connaît ici? C'est pas sûr. Oui, bien sûr. Donc Twitch, oui, on est maintenant une filiale à 100% du groupe Amazon. On ne donne pas forcément le chiffre exact, mais plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels, près de 18 millions d'utilisateurs journaliers. Et en fait, on est un peu plein de choses à la fois. On est un média, on est une plateforme tech, on est une communauté, mais on est vraiment ce qu'on peut appeler, ce qu'on dit en anglais, une two-sided marketplace, où vous avez des gens, comme sur YouTube, qui viennent créer du contenu en live, autour principalement du jeu vidéo, mais on va en parler. Peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Twitch? Et donc voilà, principalement du jeu vidéo. Donc ce que vous pouvez voir aujourd'hui principalement, c'est quelqu'un qui va jouer à n'importe quel jeu vidéo, on va dire Fortnite, qui va se créer une communauté de gens qui vont le regarder, le ou la regarder, en train de jouer à Fortnite et commenter sa partie, échanger via ce qui est le chat au-delà de la vidéo, et tout ça en direct et de manière interactive. Donc c'est la grosse différence de Twitch, c'est qu'on est vidéo, live et interactif. Et qui regarde? Vous avez une idée de l'audience? Alors oui, on est une audience très globale. On fait 70% déjà de notre trafic au-delà des US, donc à l'international. Et ça, c'est depuis le début, parce qu'en fait, le jeu vidéo est une culture par nature très internationale. Et on est clairement sur un profil 15-30 ans, avec, de manière assez surprenante, mais un profil qui est plus équilibré entre masculin et féminin que les gens peuvent le penser. Et qui crée les contenus? Parce que jouer à des jeux vidéo devant une caméra et ensuite diffuser cette vidéo et recueillir les commentaires, ça prend du temps. Qui fait ça? Alors les gens qui font le contenu, c'est deux types de profils, mais on va dire à 70-80% majoritairement, c'est ce qu'on appelle le user-generated content, donc c'est vraiment des individus, vous et moi, enfin voilà, n'importe qui peut, avec une webcam, un ordinateur et depuis chez lui ou chez elle, créer du contenu. Et on a une grosse partie aussi quand même du contenu qui est un contenu plus professionnel. Donc ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le phénomène de l'e-sport. Donc ce sont ces grandes compétitions de jeux vidéo qui, Twitch a été, je pense, un des gros vecteurs en fait de la popularisation de l'e-sport, et c'est donc là vraiment des publishers, des développeurs de jeux vidéo qui vont produire et distribuer ce contenu sur Twitch. Alors on parle de jeux vidéo, on parle de e-sport. Je vois aussi qu'il y a de plus en plus de contenu en dehors du jeu vidéo. Il y a de la cuisine, il y a de la politique. Ce matin, il y avait les auditions au Parlement européen des futurs commissaires européens. Pourquoi aller dans toutes ces directions? En fait, donc d'abord, nous, on a développé une technologie, on a développé une plateforme qui permet de faire, encore une fois, de la distribution de contenu vidéo live à l'échelle globale et de manière interactive. Donc, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Donc en fait, on a développé une technologie qui peut s'adapter à plein de formats différents. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, beaucoup d'acteurs se sont emparés de ce format-là pour créer des nouveaux types de contenus. Et il y a eu, je crois, l'année dernière en France. Alors moi, j'ai une vision très globale parce que je m'occupe un peu de l'international, mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai commencé à recevoir beaucoup de WhatsApp de gens, y compris ma mère, qui a finalement compris ce qu'était Twitch quand elle a vu, je crois, le débat avec Édouard Philippe et plein d'autres ministres pendant toute une journée qui était fait sur Twitch. Et on a beaucoup de ça aux États-Unis. C'est un gros sujet pour la campagne en 2020. Enfin voilà. Ouais, et donc la politique aujourd'hui, pour parler un peu juste des grandes catégories qui sont en train de se développer à vitesse grand V, ce sont en fait ce qu'on appelle nous des catégories de contenu assez adjacentes au gaming. C'est-à-dire que les gamers aiment autre chose que juste le gaming. Donc ça va être la musique, le sport, enfin voilà, on peut en parler plus. Mais finalement, c'est tout ce qu'on peut voir aussi à la télé traditionnelle. Le sport, vous en parlez. Je crois qu'il y a un partenariat avec la NFL américaine. Concrètement, à quoi ça ressemble du sport sur Twitch? Quelles sont les différences avec le sport sur TF1 et quels sont les points communs? Alors c'est très différent. En fait, il faut un peu de contexte quand même, c'est important. Ça fait longtemps qu'on parle avec les NFL, même d'autres grands producteurs de contenu vidéo, et notamment autour du sport aux États-Unis, qui forcément cherchent à aller après une nouvelle audience et dans des formats assez différents pour vraiment essayer d'engager cette audience à des niveaux sans précédent. Nous, Twitch, on fait en utilisateur en moyenne, c'est presque 2 heures de contenu consommé par jour sur un nombre de sessions assez limité. Donc en plus, c'est vraiment chaque session est assez élevée. Et je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 2 millions de viewers, de spectateurs
simultanés, c'est ça? Ouais, on est même allé jusqu'à presque 3 millions en fait en simultané à un instant T sur un seul channel, sachant qu'on a par mois on a environ 3 millions de channels à n'importe quel moment sur Twitch. Donc oui, c'est assez conséquent. Alors juste pour revenir l'exemple de la NFL qui est assez intéressant, c'est que c'est un producteur de contenu qui est très protecteur par rapport à son IP, qui ne veut pas forcément le distribuer à n'importe comment, mais qui cherchait à aller après une nouvelle audience. Et ce qu'on a réalisé en travaillant avec eux, c'est qu'on ne voulait pas nous juste offrir une expérience linéaire comme ils feraient sur n'importe quelle chaîne de télé. On voulait vraiment le faire de manière organique. Et le faire de manière organique sur Twitch, ça veut dire en fait laisser la communauté de nos streamers, donc qui sont un peu nos talents, s'en emparer. Donc la première année, on a fait justement une expérience un peu plus passive et très vite, la NFL a compris que ce qui pouvait lui permettre d'avoir de l'attention de ces 15, 25, 30 ans, c'était d'être vraiment organique dans sa manière de distribuer. Donc ils ont en fait donné le stream, le flux vidéo, à quelques streamers assez connus sur Twitch, assez gros, qui en fait se sont emparés du flux et ont commencé à produire leurs propres commentaires. Et ça a été un peu, et donc distribuer ce contenu-là avec leurs propres commentaires auprès de leur audience. Moi, je suis fan de football, fan du PSG. Voilà. Demain, j'adorerais regarder les matchs du PSG commentés par exemple un ancien joueur du PSG plutôt que par un commentateur random que j'ai pas choisi. Donc en fait on pense que ça c'est un vecteur de la manière à horizon 30, 40, 50 ans dont tout le monde va consommer les médias. Je dis pas que vous allez... Moi je consomme encore du contenu sur Netflix de manière passive le soir chez moi, mais un vecteur d'engagement très fort sera le fait que le contenu soit personnalisé à grande échelle et c'est ce que je crois que Twitch permet. Alors, ces Twitchers, ces animateurs finalement de la plateforme, on pourrait croire qu'ils vont remplacer l'animateur télévisuel du PAF. Pourtant, vous travaillez avec beaucoup de médias traditionnels également. Vous travaillez avec des radios, vous travaillez avec des sites web et de la presse écrite, imprimée. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous apporte de plus que vos Twitchers, disons, amateurs au départ? Certains deviennent professionnels, mais au départ, ils sont amateurs. Oui, alors nous, d'abord, on n'a pas de vocation à créer du contenu à grande échelle. Donc, ça veut dire qu'on est assez agnostique dans les gens avec qui on travaille. Et si vous avez une volonté d'interagir avec cette audience d'une manière assez novatrice, dans le format que vous développez, on est tout à fait ouvert. Donc oui, on travaille avec pas mal de médias aux États-Unis et puis dans d'autres marchés qui souhaitent et qui ont compris en fait le développement de contenu original pour ce type d'audience. Très clairement, ça prend du temps. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ce que ça veut dire que de faire du contenu live interactif avec cette nouvelle génération. Donc ça prend du temps, ça prend de l'éducation, mais il y en a certains qui l'ont compris. Et quand ils le comprennent, en fait, si vous voulez, c'est un arbitrage. Moi, c'est ce que je dis beaucoup, notamment aux médias un peu traditionnels de la côte est américaine, à New York et autres, qui ont commencé à entendre parler de Twitch via Fortnite l'année dernière. C'est que c'est un choix que beaucoup de marketeurs, beaucoup de distributeurs de contenu, je pense, vont avoir à faire à l'avenir. C'est le choix entre le contrôle et le reach ou l'authenticité. Aujourd'hui, je pense que la réalité, c'est que il faut abandonner un peu de contrôle pour aller vers l'authenticité, pour aller vers de l'engagement. Donc c'est ce que beaucoup d'entreprises commencent à comprendre, et c'est dans ce sens-là qu'elles viennent vers nous, et qu'on essaye de... Alors tout ne fonctionne pas dès le début, ça demande aussi des efforts, d'investissement à long terme. Mais est-ce que des télés ont déjà franchi le pas de travailler avec vous? Oui, alors après à l'échelle, est-ce que c'est à l'échelle continue? Voilà, NFL c'est un exemple, on a aussi la NBA qui est sur Twitch, donc des producteurs de contenu, oui, les télés, en fait il y a toujours le débat de qui détient les droits et qui peut aussi se permettre de créer des nouveaux formats, donc je dirais que c'est plutôt quand même des producteurs de contenu en eux-mêmes qui ont... Vous gagnez de l'argent? Pardon? Vous gagnez de l'argent? Il y a beaucoup d'argent sur la plateforme Twitch que d'abord nos créateurs peuvent faire. Quel est le modèle économique exactement de Oui, alors on on sépare pas en fait le PNL de Twitch parce que faisant partie d'Amazon, on est dans la sphère Amazon. C'est pratique. Voilà. Et donc sur la réalité du business, c'est on a 3 sources de revenus principales, on va dire 2 gros buckets, 2 gros canaux. Le premier, c'est l'advertising. On n'a pas de paywall sur le contenu, donc n'importe qui peut regarder du contenu vidéo sur Twitch. Et après, un autre aspect qui est vraiment et qui se développe très très fort et depuis maintenant 4-5 ans, sur lequel on est assez novateur en fait, et on voit beaucoup de plateformes utiliser maintenant ce qu'on fait, qui sont en fait des outils de commercialisation que vous pouvez utiliser en tant que talent ou si vous êtes streamer. Donc c'est l'abonnement, mais l'abonnement en fait, c'est important, parce que je pense aussi que ça va être un des nouveaux formats. J'entendais quelqu'un qui parlait de l'abonnement plus tôt.
Nous, ça fait 5 ans que ça existe. C'est un abonnement en fait où vous supportez le créateur de contenu. Parce que vous avez accès au même contenu vidéo que celui qui ne paye pas cet abonnement, mais il y a un sentiment de communauté, un sentiment d'appartenance. Et ça, je pense que c'est aussi très fort dans la manière dont la nouvelle génération consomme du contenu. Et je pense que c'est en plus très sain. C'est-à-dire que voilà, il y a une relation vraiment de soutien, mais qui est aussi du coup une relation d'exigence. Vous faites travailler combien de personnes chez Twitch ? Aujourd'hui, on est près de 2000 personnes. Ouais. 2000 quand même, c'est plus une start-up. Non, j'ai rejoint, on était 300, 250, 300, donc c'est pas mal. Et que vous apporte Amazon ? Parce qu'évidemment, avec une maison mère pareille, j'imagine qu'il y a des interactions. Qu'est-ce que vous faites avec Amazon ? Comment vous travaillez avec eux ? Alors, oui, il y a plein de choses, parce que Amazon, c'est une sphère assez large. La première, je pense, c'est quand même un état d'esprit. C'est quand même une façon de penser à développer des nouveaux projets, la capacité à prendre des risques, à penser très long terme. Donc ça, c'est très important parce que je pense que quand on révolutionne une industrie, un secteur, je pense que c'est très valorisant. Et après, évidemment, nous, on fait encore une fois de la vidéo en temps réel à grande échelle et on travaille beaucoup avec donc, Amazon Web Services parce que c'est clairement, ça demande beaucoup de capacité. Donc ça, c'est des serveurs. Voilà, des serveurs et puis d'autres technologies qu'on a développées. Et après, on travaille beaucoup aussi avec les équipes Prime. On a développé un service qui s'appelle Twitch Prime, voilà, qui est un pendant d'Amazon Prime et qui permet vraiment d'aller s'adresser à une nouvelle génération. Alors, forcément, une telle audience, des commentaires sous pseudonyme, n'importe qui peut diffuser en direct sa vidéo, ça implique beaucoup de responsabilités. En termes de modération, qu'est-ce qui est mis en place pour éviter les abus ? On a vu sur pas mal de plateformes, il peut y avoir des problèmes. Oui, c'est un gros sujet. Et puis c'est un gros sujet de toute façon dans la Silicon Valley aujourd'hui pour tout ce qui touche aux réseaux sociaux, aux communautés. Alors nous, la grosse différence, et c'est aussi une des raisons pour laquelle moi personnellement je suis assez fier d'être chez Twitch, c'est que dès le début, on a eu ce qu'on appelle des community guidelines. On a dit dès le début, we're not a free speech platform. Donc ça veut dire que non, vous ne pouvez pas être sur Twitch et faire ce que vous voulez. Contrairement à beaucoup d'autres plateformes qui en fait avaient cette position d'être juste une tech plateforme et de dire non, moi ça ne me concerne pas et je ne mettrai pas de sauce éditoriale sur le contenu. Donc en fait ça déjà c'est très important. Alors après, il faut la faire évoluer constamment. Aujourd'hui on réfléchit à beaucoup de moyens aussi de faire intervenir des éléments extérieurs pour nous keep us honest, pour nous aider à continuer à améliorer. On va créer un board voilà, d'experts un peu de domaine, de gens de la communauté qui vont nous permettre aussi d'améliorer ces community guidelines. On développe aussi beaucoup de technologies, d'AI, pour faire en sorte qu'on puisse détecter de manière automatique que ce soit dans le chat. Et on travaille beaucoup aussi à penser sur ce qu'il fait en vidéo. La grosse différence aussi, et ça je pense que c'est aussi une des manières dont les gens vont consommer de plus en plus le contenu, c'est que je suis créateur de contenu, mais dans ma communauté, j'ai aussi des modérateurs. C'est-à-dire qu'en fait, de manière gratuite, des gens qui sont là pour m'aider à modérer mon contenu. Et ça, je pense que cet esprit de consommer du contenu de manière participative, ça aide en fait beaucoup la modération. Parce que justement, c'est une communauté qui vient se protéger elle-même et parce qu'elle comprend que c'est l'enjeu à long terme. Si jamais ça n'est pas un safe space, ça ne sera plus un space tout court. Est-ce que vous vous considérez comme un média à proprement dit ? On se considère comme beaucoup de choses à la fois. Mais oui, à partir du moment... On est aussi un média. À partir du moment où on réinvente des formats. Et je pense qu'on a... du coup, on vient sur plein de verticales différentes. Et tout ça de manière at scale. Voilà, oui, je pense qu'on est un média aujourd'hui. Je pense qu'on est un média, mais on est un média assez différent, qui est qu'on est sur, encore une fois, une dimension d'engagement qui est un peu sans précédent. Moi, quand on me dit est-ce que Twitch, comment se compare à YouTube ou Facebook, c'est vrai que je compare plutôt à la télé. Quand on est à presque 2 heures de consommation moyenne par jour, c'est un peu de se dire comment ça se compare aux États-Unis. Je crois que c'est 5 heures pour un Américain moyen. Donc voilà, c'est le benchmark, c'est la comparaison. Vous disiez tout à l'heure que vous n'alliez pas remplacer la télévision traditionnelle. Le thème de la session, c'est est-ce que Twitch va tuer la télévision ? Votre réponse est donc non. Non, clairement non. Qu'est-ce que vous pouvez apporter et qu'est-ce que la télévision peut vous apporter pour résumer un peu le quart d'heure? Alors nous, je pense que ce qu'on peut apporter, c'est une innovation technologique à un rythme assez effréné qui permet de développer des nouveaux formats. Donc moi, quand Netflix, je vois par exemple, a fait une série interactive, moi je considère qu'on fait ça sur 3 millions de channels en fait aujourd'hui, parce qu'on a des outils, en plus on a développé des outils technologiques qui permettent l'interaction entre celui qui stream et celui qui regarde. Donc nous, je pense la série dont vous êtes le héros, c'est chez vous. C'est chez nous et ça fait 5 ans qu'on le fait en fait. Et on le fait en plus à scale. Alors après, on ne fait pas de manière très formatée et scriptée, mais justement, je pense que c'est aussi la manière dont les nouvelles générations vont gérer du contenu. Et après, je pense que
je pense que quand même, dans les médias d'aujourd'hui, il y a un ADN créatif. Que nous, en tout cas, on n'a pas en tant que forcément plateforme, que peut-être un individu n'a peut-être pas encore forcément en tant qu'individu. Et je pense que c'est là aussi, on peut bien travailler avec les médias, ils peuvent nous aider à inventer ces nouveaux formats. Merci. Merci à tous les deux. Merci.